Bonjour à tous, si vous avez traîné sur internet ces dernières semaines, il est plus que probable que vous ayez vu ces images. Il s'agit d'un Extra 300 piloté par Narine Melkumjan qui nous vient des Pays-Bas et qui a partagé dans la période post-Covid son deuxième vol d'entraînement de la journée qui ne s'est pas tout à fait comme elle aurait souhaité. Elle a mis plusieurs années à décider de partager cette mésaventure, l'ouverture de sa verrière à tout le monde sur internet et nous ne pouvons que la remercier car elle va ainsi permettre d'améliorer la culture de sécurité des vols. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir sur son avion, l'Extra 300 LX, sur les ouvertures de verrière en vol et surtout sur les leçons que l'on peut tirer de sa mésaventure, que ce soit dans l'aviation générale ou dans la culture de la sécurité de manière plus macro. Et juste avant d'attaquer le jingle, aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons un partenaire assez exceptionnel, CyberGhost VPN, que j'ai pu tester et que je vous recommande. Ce partenaire vous souhaite du bien car il est le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité sur le net. Il compte tout de même 38 millions d'utilisateurs et c'est eux les mieux notés sur Trustpilot. Si vous cherchez une autre source de crédibilité, ils sont même recommandés par le journal du Geek. Avec CyberGhost VPN, vous allez avoir de nombreux avantages en termes de confidentialité, mais comme c'est l'été, et en plus les vacances pour nombre d'entre vous, vous pourrez également faire du déblocage de contenu géorestreint. Concrètement, ça va vouloir dire que vous pourrez avoir accès à d'autres bibliothèques de contenu depuis vos plateformes de streaming. Plus de films, plus de séries, bref, ça fait plaisir. Alors je m'explique, sur plus de 35 plateformes de streaming, vous aurez tout simplement accès à des catalogues qui ne sont pas encore sortis ou disponibles en France. Donc si vous êtes abonné à ces plateformes, vous aurez accès à du contenu supplémentaire. Et en plus, vous pouvez vous abonner à un meilleur tarif en vous géolocalisant ailleurs sur Terre. Un exemple tout bête, The Walking Dead. Mais c'est pas tout, vous pouvez également avoir, grâce à ces géocalisations, des tarifs avantageux sur vos billets d'avion. Je vous invite à tester, fonction de l'endroit où vous vous connectez sur Terre, vos billets d'avion vont vous afficher des tarifs différents pour le même vol. Autre grand avantage de CyberGhost VPN, c'est qu'il ne stocke aucun log, donc aucune de vos données d'historique de navigation. Et à titre informatif, il dispose de 10 000 serveurs dans 100 pays. Mais le plus amusant, c'est que grâce à un abonnement, si vous cliquez sur le lien juste en dessous, vous aurez 83% de réduction, ce qui va vous amener à un tarif de 2,03 € par mois, avec en prime 4 mois gratuits. Vous bénéficiez forcément du client satisfait ou remboursé, cela pendant 45 jours et avec un service client 7 jours sur 7 H24. Pour ce tarif-là, vous pourrez connecter 7 appareils afin que toute votre famille en profite, Windows, Mac, Android, Smart TV, Linux, même votre console de jeu. Alors le lien est juste en dessous et nous tenions à remercier CyberGhost VPN pour nous permettre de développer notre structure française. Allez, jingle. Alors comme vous pouvez voir sur ces images, la pilote a eu du mal à ramener l'avion à cause du vent relatif qui est augmenté par l'hélice qui est juste devant. Vous êtes sur un Extra 300 LX. Alors les Extras sont des avions de voltige qui nous viennent de Walter Extra, qui était pilote de voltige, et qui dans les années 80 s'est dit « je vais fabriquer mon propre avion ». Ça a donné l'Extra 260, et après derrière les Extra 300. Extra 300 qui a fait son premier vol en mai 88 sur un format biplace, et après derrière vous avez eu le 300 monoplace, le 300S en 1992. Ces avions sont propulsés par du 300 chevaux, dans certaines versions 330 chevaux, ou dans le cas du 300 LX, un Lycoming AEIO 580 qui vous donne 315 chevaux. Donc là, notre pilote du jour, elle est sur un biplace, en place arrière, pour des raisons de centrage, de centre de gravité. Et elle va mettre 28 heures à récupérer une vision correcte du fait des dégâts qu'elle a subis au niveau oculaire. Forcément, elle a également eu du buffet, donc des vibrations au niveau du manche, et des soucis de contrôlabilité, car vous doutez bien qu'un Extra qui normalement vole comme ça, avec la verrière ouverte, vole moins bien. Alors c'est pas une première. Par exemple, si vous regardez les courses Red Bull à Interlaken en 2007, vous aviez Kirby Chambliss qui s'était retrouvé avec sa verrière ouverte, probablement du fait de son casque. C'est arrivé également sur Yak 52, mais là c'est prévu de pouvoir voler avec la verrière ouverte, mais de manière plus accidentelle, vous avez souvent dans l'aviation des collisions aviaires avec des oiseaux qui vont faire des dégâts au niveau de votre verrière, et c'est pour ça que chez les pilotes de chasse, avec notre casque,
le casque Galet en France, vous avez 2 visières. Vous aviez une visière transparente qui doit toujours être à poste et une visière fumée lorsque les conditions météo nécessitent de réduire un petit peu la luminosité. Personnellement, quand j'étais sur T-45, mon commandant d'unité, un Américain, avait dû s'éjecter à basse altitude lors d'un décollage de nuit avec un autre instructeur et ils avaient eu des dégâts au niveau des yeux parce qu'ils n'avaient pas mis leur visière transparente qui doit, même sur des vols de nuit, être à poste sous peine de risque de dégâts oculaires. Donc dans l'aviation militaire, c'est amené maintenant dans la culture qu'il faut toujours avoir une protection au niveau des yeux à cause de ce danger de collision aviaire. Collision aviaire qui peut même être encore plus grave dans certains cas. Vous avez sûrement entendu parler du décès pilote de voltige français Olivier Mazurel à 42 ans. C'était le 5 mai dernier. Nous attendons le compte-rendu du bureau d'enquête. Mais les premiers éléments parlent d'une collision en vol avec un vautour, un oiseau de très grosse masse, qui aurait amené la perte de conscience, puis le crash de l'avion et de son pilote. C'était un extra, comme dans ce cas-là. À partir de là, ce sont des problèmes connus. Et si vous regardez l'équipe de voltige de l'armée de l'air, ils volent avec des casques. Alors pour les spécialistes, sachez qu'il existe l'Extra 330 LE qui a fait son premier vol en 2017, qui est électrique. Et c'était le premier avion au monde à pouvoir tracter un planeur avec un moteur électrique. Vous avez le 330 SC, on retrouve justement chez l'armée de l'air et de l'espace, qui est le monoplace de compétition, et vous avez le SX qui va bientôt arriver avec un petit peu plus de place pour le pilote. Dans tous les cas, on est sur des avions qui pèsent dans les 677 kg à vide, aux alentours des 800 kg à la masse maximum, qui peuvent croiser à 205 nœuds et qui ont une VNE légèrement au-dessus à 220 nœuds. Vous êtes donc assez proche de la VNE quand vous volez en croisière avec ces avions. Pour ce qui est du décrochage, plutôt aux alentours des 60 nœuds, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de revenir sur les grandes leçons de ce partage d'expérience de sa part. En leçon numéro 1, c'est la puissance de la culture juste. La culture juste dans l'aviation, c'est quelque chose qui pousse le personnel à venir lever la main et partager lorsqu'il lui arrive un événement aéronautique et qu'il sait que c'était une erreur ou un accident et non pas une faute. La différence entre l'erreur et la faute est un sujet qu'on partage beaucoup d'ailleurs en conférence, car la faute est une transgression volontaire, l'erreur absolument pas. Errare humana est, donc ça arrive à l'être humain de faire des erreurs, mais la faute a cette notion de volonté. Si vous avez un événement, c'est un oubli dans sa checklist d'avoir bien verrouillé la verrière, elle ne l'a pas fait exprès, elle partage, elle ne va pas être punie par son employeur si elle était en compagnie aérienne. Si un autre pilote, avec le même niveau d'expérience et le même niveau de formation, mais dans la même situation, on aurait eu le même résultat. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre pilote sortait tout juste du Covid, n'avait pas encore complètement récupéré, et que c'était son deuxième vol de la journée, et que clairement, elle le dit elle-même, elle aurait dû peut-être temporiser un peu plus les choses. Cette culture juste permet par exemple, dans le cas de cet avion léger qui avait oublié le train lors du posé, Là, on était préoccupé par l'avion qui était devant et tout. Oui. Et moi, j'ai rien vu fumer non plus. de permettre au plus grand nombre d'apprendre des erreurs des autres. Car dans l'aviation, on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs nous-mêmes et nous avons besoin de nous tirer tous vers le haut les uns les autres. Le deuxième point, c'est celui de l'importance de la checklist. On a déjà parlé sur cette chaîne du prototype du B-17, du décès du Major Hills qui avait conduit Boeing à créer la toute première checklist. Quand vous travaillez en équipage, on annonce, le pilot monitoring annonce les items de la check, le pilote en fonction fait les items et on dit check. En monoplace, j'ai eu la chance d'en faire beaucoup, c'est légèrement différent. Sur un extra, vous n'allez probablement pas sortir votre checklist, c'est tout de tête. Et personne ne va pouvoir vous cross-checker ou faire un contrôle croisé. À partir de là, c'est à vous d'être votre propre contrôle croiseur, si je puis dire, et de vérifier par vous-même les items. J'ai fait de l'extra 200 en compétition. Le gros point important, c'est tout simplement, surtout en compétition avec le stress ou en démo, faites plusieurs fois votre checklist. Vous avez normalement le temps, vous faites plusieurs fois votre checklist, surtout dans les phases de reprise. Ce qu'on aimait dire sur avion de chasse, c'est si je reviens de vacances pendant 3 semaines,
Si j'oublie des items de tête dans ma checklist alors que je reprends les vols, il y a de grandes chances qu'il faudra 15 jours à 3 semaines pour découvrir ces erreurs de checklist. Donc il faut d'entrée de jeu être extrêmement carré et ne pas hésiter à faire plusieurs fois sa check. Et autre point, dans l'aviation professionnelle, on a un flow avec la main visuelle, voire musculaire. Sur des avions comme l'Extra, où il n'y a pas beaucoup d'informatique, vous pouvez faire la même chose et vous vous dites avant le décollage, la verrière, et quand je parle de la verrière, je bouge la main, voire je reverrouille la verrière. Et je crois qu'il m'est jamais arrivé de décoller sans avoir reverrouillé 2 ou 3 fois ma verrière. Pourquoi? Parce que quand je le fais, ça c'est du mécanique, je peux musculairement le refaire, le rechecker, voir que je suis bien embuté. Donc une checklist, quand on est sur monoplace, qu'on a le temps, il n'y a pas besoin de la faire qu'une seule fois. On peut la faire plusieurs fois et ça peut être accompagné de muscle memory, de mémoire musculaire pour s'assurer que c'est parfaitement fait, car il n'y a personne pour rattraper vos erreurs. Point numéro 3. Les what if. Qu'est-ce qui peut se passer? Je suis en vol, j'ai une collision aviaire, j'ai ma verrière qui casse. Qu'est-ce que j'ai pour me protéger? Je sais, par le retour d'expérience des collègues, qu'il y aura beaucoup de vent relatif, qu'il y aura beaucoup de bruit. Donc au niveau du casque, plus je peux avoir des écouteurs costauds qui vont me permettre d'atténuer le bruit, plus ça m'aidera de garder une bonne liaison radio. Elle a eu des soucis pour entendre son coach à cause de son casque. Et l'autre point, eh bien, c'est celui du vent relatif. Avoir une verrière ou en tout cas des lunettes, si elles ne sont pas à poste, les avoir sur soi, même si bon courage, je pense, pour les mettre une fois qu'il y a ce vent relatif-là. Donc de manière générale, c'est toujours cette anticipation, d'où le casque et la visière transparente pour les pilotes. Je vous rappelle que nous, le casque, c'est principalement pour le bruit, mais surtout pour l'éjection. J'ai plusieurs milliers d'heures de chasseur, j'ai jamais eu besoin de m'éjecter, pourtant je mettais le casque à chaque fois. C'est comme les EPI, les équipements de protection sur un chantier, vous les mettez, normalement vous n'en avez pas besoin jusqu'au jour où vous auriez préféré les avoir. Le quatrième point, c'est celui de l'évolution de la contrôlabilité de votre avion. On a des checklists en avion de combat, si par exemple on est touché du test de contrôlabilité. Vous allez essayer de voir dans quelle enveloppe de vol un avion endommagé reste pilotable. Et donc en altitude, vous allez simuler un circuit de manière à voir à quelle vitesse votre avion fait des embardées, à quelle vitesse il décroche avant de venir vous poser. Dans la vraie vie, c'est pas toujours possible, mais il faut avoir conscience qu'une fois que votre avion est endommagé, verrière ouverte, vous allez avoir une dégradation, comme elle a dit, perfect contrôlabilité. Quelle est votre nouvelle vitesse d'approche? En dessous de quelle vitesse faut-il remettre les gaz? Là, on a un cas très particulier d'un extra surmotorisé qui va vous permettre d'avoir une porte de sortie très rapidement et en plus avec l'hélice, une réaction très rapide de la part de l'avion, puisque dès que vous augmentez les gaz, en plus, ça vient aider les surfaces de contrôlabilité. Avec un jet, vous avez plus d'inertie, ça pose plus de problèmes. Néanmoins, le point très intéressant, c'est qu'elle a dit avoir eu beaucoup de mal à maintenir la puissance à cause du flux d'air relatif que ça lui envoyait avec le moteur qui est juste devant. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? En réflexion, je suis plus current sur Extra, c'est se poser la question dans un cas comme ça, est-ce que par exemple un atterrissage type moteur coupé avec la manette des gaz vers l'arrière, si vous avez perte de votre verrière, est-ce que ça ne pourrait pas vous permettre d'avoir une meilleure visibilité si vous n'avez rien pour vous protéger les yeux? Donc limiter le flux d'air tout en faisant une procédure que vous connaissez, à savoir cette procédure type panne moteur. Souvent la voltige se fait quand même assez haut au-dessus d'un axe et pouvoir se poser. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours possible, mais c'est un axe de réflexion, se dire tiens, aujourd'hui j'ai la verrière, j'ai du vent relatif, je sais que si je réduis les gaz, je vais être moins gêné, je vais pouvoir mieux voir devant moi. À partir de là, je me fais une procédure, je me raccroche à ce que je connais, procédure de terrain, moteur coupé, et j'ai toujours l'option de remettre des gaz si besoin, mais ça va me permettre de réduire un petit peu la gêne occasionnée. De plus, ça va me permettre également de réduire un peu le bruit relatif, ce qui me permettra peut-être de faire mes messages radio de manière un peu plus efficace. Voilà ce qu'on pouvait à chaud, j'ai envie de vous dire, après le partage de cette vidéo il y a une semaine sur la toile, en tirer comme grand principe sécuritaire. Je sais que vous êtes nombreux à faire de l'aviation, à piloter cet été. N'oubliez pas les what if, on se prépare toujours pour le pire, on espère le meilleur, mais on est prêt, quoi qu'il arrive. Rappelez-vous, es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? On vous prépare d'ailleurs un petit bouquin sur la sécurité pour l'automne. Il faut que je finisse tout ça, c'est en cours. N'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite un excellent été, à très bientôt sur la chaîne et fly safe.